Merci d'être avec nous. Médias en scène continue. N'hésitez pas à poursuivre la conversation donc sur Twitter, sur Facebook, avec le hashtag Médias en scène. Alors, on sait que les journalistes issus des classes populaires sont peu nombreux. Pas ou peu de journalistes noirs, arabes, guère plus d'aveugles ou de personnes en situation de handicap. Les origines sociales se trouvent presque exclusivement dans les milieux aisés et classes moyennes. Quel est cet entre-soi qui a tant sauté aux yeux des Gilets jaunes? Certaines rédactions et différents acteurs tentent de trouver des solutions. Et pour en parler, donc, j'invite Julie Joly, directrice du Centre de formation des journalistes, Marc Epstein, journaliste, président de l'association La Chance, Samira Djouadi, déléguée générale de la Fondation TF1, Alain Roca, conseiller stratégie éditoriale, pédagogique et internationale de l'INA. Et pour modérer cette table ronde, ce sera Virginie Sassoon, directrice adjointe du CLEMI. Bonjour à toutes et à tous. J'ai la chance d'animer cette table ronde qui réunit des personnalités engagées pour ouvrir l'accès aux formations aux métiers du journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Ce sont des initiatives qui vont chercher des étudiants qui ne seraient pas socialement programmés pour intégrer la caste des journalistes. Mais comme vous allez le voir, ce n'est pas cette caste des journalistes qu'il faut casser, et on critique au passage l'intitulé de cette table ronde, mais bien tout un système d'inégalité sociale et de reproduction des élites qu'il faut remettre en question. Alors, je vais présenter nos invités. Samira Djouadi, vous êtes déléguée générale de la Fondation TF1 et vous œuvrez depuis plus de 15 ans au sein de cette fondation que vous avez créée et vous avez accompagné près de 180 jeunes dans leur insertion professionnelle. Julie Joly, vous êtes directrice générale du Centre de formation des journalistes et de l'école W, qui réinvente les métiers du journalisme en vous focalisant notamment sur la motivation et la créativité. Marc Epstein, vous êtes président de l'association La Chance, qui a été créée en 2007 et qui propose une prépa gratuite aux écoles de journalisme à des étudiants boursiers. Des étudiants qui, je vous cite, ont survécu au système éducatif français, et on en parlera tout à l'heure. Et vous participez notamment à la création avec l'AFP et le CSA une bourse sur la diversité. Alain Roca, vous êtes conseiller stratégie éditoriale pédagogique internationale auprès du président de l'INA, et vous portez le projet de la classe Alpha, créé en 2020. C'est une promotion de 100 étudiants sans condition de diplôme, certifiante, avec un objectif d'insertion professionnelle. Alors, à la question « Les médias sont-ils condamnés à l'entre-soi ?» vous répondez tous « non ». Et vous allez nous expliquer pourquoi et comment. Alors, Samira Djouadi, j'ai envie de commencer par vous parce que vous représentez TF1, un média traditionnel, puissant. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez créé la fondation et quels sont vos résultats aujourd'hui ? Bonjour à tous, merci de nous accueillir en tout cas. Oui, effectivement, donc moi j'ai eu cette chance de créer cette fondation pour le groupe il y a un peu plus de 16 ans, pour justement casser cette caste, tout simplement, pour justement permettre à des jeunes qui viennent d'autres horizons, de leur permettre d'intégrer notre groupe dans ces métiers qu'on dit assez prestigieux d'ailleurs, qui est le métier de journalisme. Et donc, en ayant cette chance de fonder cette fondation pour le groupe TF1, j'ai pu y mettre à la fois mon identité, mais aussi un programme un peu inédit. Alors je vous parle de ça il y a 16 ans. On parlait pas encore à l'époque de tout ce qui est diversité, d'intégration de ces jeunes-là, etc. C'était de se dire, oui, on va aller chercher des jeunes qui ont la passion du journalisme, qui ont envie d'être aussi journalistes, qui ont envie d'intégrer les grandes écoles, et on va aller les chercher, puisque forcément ils viennent pas chez nous, hein, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. D'abord, on les retrouve pas
aux sorties des écoles, puisqu'ils n'y sont pas rentrés, tout simplement. Et puis parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux, de toute façon, et donc ils ne viennent pas frapper à nos portes. Et là, on a monté un programme qui nous permet à nous d'aller les chercher dans les structures qui souvent sont leur première interface. Ça peut être des associations, ça peut être des préfectures, des collectivités, des pôles emploi, etc., qui souvent sont là pour les accompagner, mais n'ont pas justement, je dirais, le contenu à leur transmettre. Et donc, on va chercher ces jeunes-là et nous, on va les intégrer pendant 2 ans. C'est là le programme de notre fondation. On va les accompagner parce qu'en fait, je dirais, toute la magie de la réussite de notre fondation, c'est l'accompagnement, parce qu'on n'a rien inventé, hein. L'alternance, ça existait avant nous, ça existera après nous. Mais par contre, c'est tout l'accompagnement qui va être mis en place pour que d'abord l'étudiant se sente chez lui, qui se sent légitime et non pas s'excuse toutes les 5 secondes d'être là parce que n'y s'y reconnaît pas, parce que il n'a personne, il n'a pas le réseau qui lui aurait permis d'intégrer le groupe TF1. Et ça va être tout le travail de la fondation, à la fois de rééduquer, je dirais, et les étudiants qui vont se sentir légitimes, mais aussi l'entreprise de l'intérieur avec ses collaborateurs pour accepter aussi des personnes qui sont différentes. Merci. Alors Marc Epstein, vous les prenez après le bac, vous les formez pour qu'ils puissent aussi se sentir légitimes et vous les accompagnez pour qu'ils intègrent les écoles de journalisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née la chance et quel bilan vous tirez aujourd'hui de votre action? Alors bonjour, la chance est née en 2007. C'est l'initiative de 4 ou 5 tout jeunes journalistes qui sortaient d'une école bien connue, qui est le CFJ. Et ils avaient été frappés dans un premier temps dans leur école par le recrutement assez homogène, assez parisien, le grand nombre d'enfants de CSP+, qui se trouvaient à l'époque dans cette école. Ils y ont vu une particularité de l'école et puis, un peu à la fois, en commençant à travailler, ils ont constaté que dans les rédactions, en tout cas dans les grandes rédactions nationales, c'était aussi le cas. Et du coup, ils sont repartis voir leur école d'origine, dont la directrice est à mes côtés, en demandant s'ils pouvaient tout simplement utiliser le badge de l'école pour accéder à une salle de classe tous les samedis après-midi. Et dans cette salle de classe, ils accompagneraient plusieurs mois durant des étudiants qui auraient en commun d'être boursiers afin de les préparer dans les meilleures conditions possibles et de manière gratuite, bien sûr, au concours, en particulier au concours des 14 écoles de journalisme qui, en France, sont reconnues par la profession. Là, je suis obligé de faire une petite explication. Il y a une centaine de cursus en France, grosso modo, qui prétendent préparer au journalisme. Il y a le bon et il y a le moins bon. La profession s'est réunie à un moment et a considéré que 14 écoles, qui se trouvent à Paris et en région, étaient estimables, sérieuses et fournissaient une bonne préparation. Ce que nous faisons aujourd'hui à la Chance, donc près de 15 ans après la naissance de l'association, le cœur de notre activité, c'est en réalité la même chose. C'est-à-dire que nous allons accompagner, là, à partir de la fin du mois d'octobre, 90 étudiants qui ont tous en commun d'être boursiers. Ils seront accompagnés par pas loin de 400 journalistes bénévoles qui travaillent pour l'association dans 7 villes de France. Ils auront une formation technique, journalistique, à l'éthique, aux principes de déontologie, etc. Ils passeront exactement les mêmes concours que les autres. Et statistiquement, année après année, environ 2 étudiants sur 3 de la Chance réussiront ces concours. Et comme quelques-uns vont se lancer dans le journalisme, même sans réussir au concours, le résultat, c'est que 3 étudiants sur 4 à la Chance deviennent journalistes. Donc c'est un dispositif qui marche très bien, qui fait ses preuves et qui a fait des petits d'une certaine manière. C'est-à-dire que le cœur de notre activité, ça reste la prépa, qui est le plus gros dispositif égalité des chances dans notre profession. Et puis par ailleurs, nous intervenons dans des lycées et dans des collèges, des maisons de quartier
dans les quartiers prioritaires politiques de la ville et dans les zones rurales isolées. C'est de là que viennent la plupart de nos étudiants. Et puis, nous développons aussi l'aide à l'insertion professionnelle, parce que ça ne sert à rien de former des dizaines d'étudiants comme ça, année après année, au journalisme, s'ils devaient décrocher plus tard, en raison des débuts de carrière qui sont souvent précaires et compliqués. Merci. On en parlait justement tout à l'heure des débuts de carrière compliqués et qui a le luxe de prendre ce risque de la précarité. Justement, on en parlera tout à l'heure, j'espère. Julie Joly, vous avez réformé le concours d'entrée au centre de formation des journalistes, mais vous avez aussi porté ce projet de l'école W qui, elle, dans ses modalités de recrutement, donc est axée sur la motivation et la créativité et participe aussi à finalement réinventer les formats de la narration journalistique. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce projet ? Oui, pardon pour mes interruptions, j'espère que je t'ai pas gênée. Bonjour à tous. Effectivement, nous, on a joué sur deux choses. On s'est rendu compte que le CFJ est une école ancienne, qui a 75 ans, un peu plus, qui a un concours d'entrée à Bac+3 qui était réputé extrêmement difficile et beaucoup sur la culture générale. Il y avait des QCM de français, franchement incompréhensibles. Moi, je n'arrivais jamais à les faire moi-même. Et donc, on se rendait compte que plein d'étudiants, sans doute, ne tentez pas les concours parce que, alors là je vais encore tousser, je suis désolée. C'est pas le Covid, je l'ai déjà eu, je me jure. Je vais aller chercher un peu d'eau. Donc ne tentez pas les concours parce qu'ils n'avaient simplement pas la préparation suffisante, ils avaient peur de cette épreuve de culture générale. Et puis on avait aussi des gens qui rentraient dans l'école qui étaient assez semblables en fait, très scolaires. Donc ça faisait une espèce de double peine pour eux et pour nous, c'était pas très intéressant. On voyait aussi qu'on manquait de candidats au concours beaucoup plus créatifs, avec des profils plus ouverts, qui avaient déjà travaillé en mode projet, qui avaient peut-être des connaissances scientifiques, artistiques. Enfin, bref, il nous manquait des gens et on faisait tout pour qu'ils ne rentrent pas à l'école avec notre concours. Merci beaucoup. Je vais finir sous perfusion, vous allez voir. Ça va être très sympa. C'est très sympa. Je crois que j'ai le virus lillois. C'est quand même le comble pour le CFJ. Reste avec nous. Oui, merci. Donc oui, quand on s'est rendu compte de ça, moi je suis arrivée au CFJ il y a 9 ans, d'abord je voyais ça et puis je voyais aussi que les meilleurs à l'écrit, les meilleurs en QCM, de culture G, d'actu, ne rentraient pas à l'école. Parce qu'en fait, quand on les voyait à l'oral, on se disait « Non mais oh, si vous êtes super, vous avez une super mémoire, mais vous n'êtes pas du tout journaliste en fait ». Donc moi, je me dis, le jour où on fait un concours de Polytechnique où le meilleur en maths ne rentre pas à Polytechnique, je pense qu'il y a une émeute. Donc si on a un concours qui ne permet pas d'identifier les meilleurs, c'est qu'il y a un problème. Donc on a fait les deux. À la fois, on a commencé par créer W, qui est une école qui balaye beaucoup plus large que le journalisme, pour dire aux jeunes, ok, vous avez envie de vous exprimer, vous aimez la vidéo, le texte, le rap, la photo, venez apprendre avec nous la rigueur et venez apprendre en travaillant comme on le fait au CFJ, en produisant des contenus. Et vous êtes sélectionnés non pas sur vos notes, mais sur votre motivation. Je vais y arriver. Et puis, on a fait ensuite, comme le concours de W était particulièrement original, on l'a calqué sur celui du CFJ et on a abandonné les épreuves de culture générale et de français au CFJ pour faire un dossier de personnalité où on ne demande jamais les notes. De toute façon, on n'a jamais demandé les notes au CFJ. Et on ne demande pas de lettre de recommandation. On regarde ce que sont, ce qu'on fait, ce que veulent faire les candidats. Et on l'a vu 2-3 ans après les nouveaux concours, vraiment émerger des candidatures qu'on n'aurait jamais croisées auparavant. Voilà. Et là, on a les premiers W qui rentrent au CFJ depuis quelques années aussi. Et donc, je dois dire qu'ils apportent un air de fraîcheur à l'école. Donc, ça résout pas tout. La diversité, c'est pas que ça. C'est pas que du profil et de la compétence. Mais ça permet de revisiter nos critères de sélection. Ouais. Et vous me disiez justement quand on préparait cette intervention que tous ne devenaient pas journalistes justement parce que participer au récit médiatique, il n'y a pas que les journalistes qui le produisent ce récit médiatique et ça me fait une transition pour donner la parole à Alain Roca qui porte justement ce projet de la classe Alpha qui concerne finalement les métiers de l'audiovisuel, qui ne concerne pas que les métiers du journalisme et qui a un projet très ambitieux, très innovant sur le plan pédagogique, mais aussi coûteux. Et je pense qu'il faut aussi parler du coût de ces initiatives et de la nécessité de moyens largement supplémentaires pour porter ces projets. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette initiative ? Oui, avec plaisir. Bonjour. Classe Alpha, c'est en fait le dernier cursus créé au sein d'INASUP, qui est
l'école de formation initiale de l'INA. C'est l'école des métiers de l'audiovisuel et des médias numériques. Moi, j'y suis arrivé en 2018. Et en 2018, Laurent Vallée, qui était président de l'INA, voulait déjà comment on pourrait faire pour effectivement inscrire encore mieux les cursus d'INASUP dans cette problématique de la diversité. Voilà. Là-dessus, il y avait une expérience qui était en cours avec 2 pédagogues d'INASUP, plus un 3e qui était un extérieur, dont l'un d'entre eux, le pédagogue d'INASUP, c'est le patron actuel d'Alpha, qui est parmi nous, qui travaillait dans une cité assez difficile de Champigny, une cité voisine. En fait, un module de resocialisation de gamins difficiles par l'audiovisuel. Voilà, pour faire court. Et à travers cette expérience qui était incroyablement appréciée et réussie, parce qu'on la faisait avec la mission locale qui disait « on n'a jamais réussi ce que vous réussissez », on s'est aperçu que plein de gosses, et pas seulement les gamins difficiles qu'on resocialisait, parce que c'était quand même des petits nombres, plein de gosses nous disaient « ah non, mais les métiers de l'audiovisuel, c'est pas pour nous ». Vraiment, on était vraiment, là, on se l'est pris en pleine figure, alors même que INASUP, justement, avait cette sensation que nous n'étions pas, enfin, on ne faisait pas partie des écoles snobs de l'audiovisuel français, pour citer personne. On disait, nous, on est très sur le métier, sur apprendre une technique, on est ouvert à tout le monde, il y a absolument pas... Enfin, cette problématique de la diversité, on avait l'impression de la remplir. Et là, on s'est pris en pleine tronche. Enfin, moi, je l'ai repris quand je suis arrivé, puisque l'expérience du Bois-l'Abbé, ça s'appelait la cité du Bois-l'Abbé, elle existait depuis quelques années, où on avait tous ces gosses bien au-delà du petit groupe qu'on traitait, qui nous disaient « non, non, mais c'est pas pour nous, l'audiovisuel, les médias, tout ça, c'est pas pour nous ». Donc là, avec Laurent a dit, bon, carte blanche pour que vous fonciez sur un dispositif vraiment disruptif, comme on dit, qui marque le coup. Et en même temps qu'il y a cette injonction présidentielle, nous, cette envie à quelques-uns au sein d'INASUP d'y aller, on a une conférence de presse à Cannes où on a Valérie Pécresse qui fait un grand speech en disant « Je ne comprends pas que l'audiovisuel public ne se préoccupe pas plus de l'insertion professionnelle dans les médias. » Bon, alors moi, je suis là, puis je lève le doigt en disant « Il n'y a pas de problème, on peut y aller, il nous faut juste un peu de carburant parce que tout ça va coûter. » Et quand vous dites ce genre d'intervention dans ce genre de conférence de presse, soit vous faites expulser par le vigile, soit l'interlocuteur vous donne 5 minutes après. Ce qui s'est passé, ça c'était en mai 2019. Et du coup, on a le go de l'INA et de la région. Et en octobre 2020, on sort ce cursus qu'on a sorti d'une manière vraiment en tapant sur la table, puisque nous, on brassait à peu près 300 étudiants. Et là, c'est un cursus de 100 étudiants, accessible sans condition de diplôme, sur l'aide de motivation et entretien. Et on a choisi un mode de recrutement, justement. C'est compliqué quand on se dit recruter pour la diversité. On a fait un truc finalement assez simple. Une moitié des étudiants est recrutée par nos systèmes classiques de recrutement INASUP, c'est-à-dire notre site, tout ça. Et une autre moitié est recrutée vraiment par la mission locale. Ce qui fait qu'on a constitué une promo, puisque c'était la première promo, hein, rentrée 2020, qui était extrêmement variée pour le coup du point de vue de ses origines socioculturelles. Et ce qui est absolument formidable, c'est que quelques mois après, c'était une promo. C'était vraiment une promo. Il y avait quelque chose qui avait pris entre ces gamins. Alors on espère que c'est à cause de la pédagogie qui est appliquée, qui est une pédagogie complètement inversée. Faire, puis comprendre, puis apprendre. C'est une pédagogie qui est en petits groupes. Ils sont tous 10 avec un référent qui est dédié au groupe. C'est une pédagogie dans laquelle il y a une personne qui est dédiée à ces 100 gosses pour se préoccuper de leur insertion professionnelle après, puisque le but de ce cursus, c'est insertion professionnelle et préqualification. C'est-à-dire qu'en gros, une moitié va sortir de là et avoir un contrat avec une entreprise. Je garde exprès ce terme un peu générique, parce que avoir un contrat avec une entreprise, aujourd'hui,
c'est une insertion professionnelle qui va du stage jusqu'au CDD, en passant par l'alternance et l'apprentissage, parce que je crois, enfin, il faudrait que je demande à Pierre, mais je crois qu'on a rarement de gamins qui sortent et qui s'enclenchent dans un CDI. Même si on a déjà eu, sur la première promo, des gamins qui sont sortis, qui font un stage et qui basculent en CDI. Donc une moitié, c'est de l'insertion professionnelle, et, alors je ne vais pas dire l'autre moitié, parce qu'on en perd un peu en route, il faut être honnête là-dessus, on en perd entre 10 et 15%, mais le gros tiers qui reste s'oriente vers des formations professionnalisantes qu'ils choisissent pour le coup les yeux ouverts. C'est-à-dire il y a une énorme différence entre le gamin qu'on a récupéré, qui a une sorte de vague désir de commencer sa vie professionnelle dans l'audiovisuel et les médias, et celui qui sort au bout d'une année, qui dit moi je veux faire Artefix parce que je veux être truqueur vidéo, ou je veux préparer le CFJ parce que, etc., etc. Donc on est absolument, on est réellement très très satisfait de ce truc qui a marché vachement bien, qui a déclenché un... Ça, il faut le dire quand même, puisqu'on est dans une des maisons du service public, on est en train, dès la deuxième promotion, de passer à un stade beaucoup plus synergique avec les autres entreprises d'audiovisuel public autour d'Alpha. Et ça se passe très très bien. On a trouvé les fameux points de synergie que les tutelles nous demandent tout le temps d'avoir. Ben là, on en a trouvé un qui marche. Et je finirai sur la question du journalisme. Parce que ce cursus, c'est en gros un tronc commun qui dure à peu près 6-7 mois. Et ensuite, une période de spécialisation dans laquelle, à l'issue de cette spécialisation, ils accèdent à un bloc de compétences qu'on appelle un certificat de compétences métiers, qui nous, était plutôt des blocs de compétences de l'ordre de la fabrication des contenus. Et on s'est aperçu au fil de la pédagogie qu'une des choses qui passionne tous les étudiants, que ce soit ceux qui veulent s'insérer, ceux qui veulent continuer des études, ceux qu'on va décrocher, c'est raconter le monde. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que l'essence même du journalisme, ça, c'était quelque chose qu'ils portaient tous. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a été invités, à part que je sois bavard, c'est que oui, on va ouvrir un truc sur le journalisme dès la deuxième année, ce qui tombe bien parce qu'en plus, on va travailler avec France Télé, Radio France, France Média Monde, donc c'est parfait. Excusez-moi, bon, non, mais c'est les formats, vous savez, la vie c'est une question de format, surtout dans le journalisme. Et je suis vraiment désolée, on va laisser un peu la parole au public. Alors avant qu'il y ait des questions, on avait aussi, je vous avais sollicité pour que s'il y avait une seule chose à retenir en une phrase, une recommandation que vous pourriez donner justement pour lutter contre cette uniformité sociale et culturelle du monde médiatique, qui n'est pas un danger que pour la représentativité des médias, mais bien un danger pour la démocratie, et je pense qu'on en a tous pleinement conscience ici. Alors, on va prendre les questions, et si vous pouviez, en une phrase, et vraiment très très courte, nous dire votre préconisation, ça serait parfait. On commence par donner notre préconisation ? Ou les questions d'abord. Alors, Ou les questions. On va prendre les questions. On va juste prendre 2 questions dans le public. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais relayer une question en ligne. C'est Denis qui demande, est-ce qu'on peut imaginer des parcours qui se basent sur un projet initial déjà réalisé ? Oui, enfin, je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. Alors oui, pas partout malheureusement, mais je pense que typiquement l'école Alpha ou l'école W ou des écoles qui se créent en ce moment, et y compris à l'université, recrutent des étudiants qui ont déjà un projet. Et parfois, en revanche, moi ce que je dis aux étudiants qui viennent avec un projet, je leur dis 2 choses. Soit votre projet n'a pas besoin de nous, et si on le voit assez vite, on leur conseille de se lancer et on va les accompagner un petit peu sur la route, mais on ne va pas leur faire 3 années d'études pour rien, ça m'exaspère pour eux. Soit on leur dit, si tu viens avec nous, accepte d'écouter autre chose que ton projet, regarde un peu ce qui se passe autour, pour que peut-être à un moment tu confirmes ton envie, ou qu'au contraire tu la changes ou tu l'enrichisses. Merci. Il y avait une autre question dans le public. Alors moi, ça marche pas ? Si, ça marche, pardon. Alors moi, j'ai une question. En réalité, j'en ai une en 2. Il va falloir choisir, malheureusement. Ok, alors, moi, je trouve que vous faites beaucoup d'efforts, en fait, pour diversifier vos viviers. Voilà. Et en même temps, quand je regarde... Je me demande, en fait, si c'est la bonne méthode dans la mesure où, moi, je suis passionnée d'information, et quand je regarde l'information, je ne peux m'empêcher d'être déçue. Voilà. Et je trouve que le vivier originel
a perdu de vue, de mon point de vue, ce qu'est informer, rendre compte. Et aujourd'hui, il y a une vraie confusion entre le fait et l'opinion de plus en plus, et c'est épuisant. Et donc, du coup, je me dis, vous créez une filière parallèle avec des profils issus de la diversité, mais au fond, est-ce qu'il ne faut pas revoir de A à Z la manière, en fait, dont vous recrutez tout le monde, et pas forcément créer un parcours parallèle qui est parfois, d'ailleurs, un peu décrié, parce qu'on a l'impression que ce seraient des journalistes un peu, entre guillemets, de seconde main. Alors, Réponse très courte. Oui, vous posez une question essentielle. La raison pour laquelle il est important que des jeunes issus de la diversité, et j'attire votre attention sur le caractère ambigu de cette expression. Si je vous dis que j'étais hier soir avec des jeunes issus de la diversité, vous allez tout de suite penser couleur de peau. Vous n'allez pas penser, il y avait des Néo-Zélandais, il y avait des Canadiens, voilà. Il y a des mots en français, on a du mal en France et dans la langue française à mettre des mots sur certains phénomènes. À la chance, en tout cas, nous accueillons sur des bases sociales, donc évidemment que ça entraîne une diversité dans les couleurs de peau, mais aussi les enfants d'agriculteurs, etc. Le fond du problème, et vous y faites allusion dans votre question, c'est que chaque matin, dans un média, autour de la table de la conférence de rédaction, s'il se trouve une diversité de profils, s'il se trouve un enfant d'agriculteur, quelqu'un qui a grandi aux côtés de sa mère qui était, je suis en train de penser à des étudiants de la chance, caissière dans l'hypermarché local, de son papa qui était veilleur de nuit, aide-soignante. Il y a là une diversité de parcours qui engendre dans le travail journalistique une diversité d'angles, de traitements, d'histoires. Et si nous réussissons notre coup, les journalistes en France ne se laisseront plus surprendre par des phénomènes comme la crise des Gilets jaunes, par exemple, ou les manifestations violentes dans les quartiers périphériques en 2005. Les journalistes, j'ignore si c'est une caste, mais ils se sont laissés surprendre. Or, c'est la profession, en principe, qui a son doigt sur le pouls de la société. Ils auraient dû voir venir des phénomènes de ce genre. Notre pari, c'est qu'en diversifiant davantage la profession, ils se laisseront moins surprendre et ils reflèteront mieux la société dans toutes ses diversités. Et nous pourrons habiter un monde commun, peut-être, pour rejoindre la thématique de Médias en scène. Alors, je vous laisse le mot de la fin. Samira, peut-être, pour commencer par vous, voilà, une préconisation pour justement faire en sorte que cette uniformité sociale et culturelle qu'on constate et qui se répercute dans les contenus aussi, dans les représentations également, que faire ? Que faire ? D'abord, il faut agir, ça c'est sûr, c'est clair. Force de parler, parfois on fait rien. Moi, je pense qu'il faut être vraiment dans l'action. Il faut tester. On n'a pas tous la science infuse. On ne sait pas ce que demain les choses, est-ce qu'elles vont fonctionner ou pas. Moi, je pars du principe que plus on testera des choses qui vont marcher ou pas, et en fonction, on en verra le résultat. Mais il faut agir, quoi. Il faut agir, et puis surtout se rendre compte que la diversité dans sa globalité est une vraie richesse dans nos entreprises en général, pas que dans les médias, ça le vaut pour toute entreprise. Je pense qu'il faut qu'on prenne conscience que cette diversité, et puis quoi qu'on soit comme entreprise, qu'on vende du lait ou qu'on diffuse des choses dans des écrans, on s'adresse à qui, quoi ? On s'adresse à notre société, et ça c'est important qu'on soit représentatif en interne. Voilà. Alors, merci. Agir, expérimenter, parce que la diversité est une chance. Il nous reste, je pense, moins 30 secondes. Vous voyez ? Donc, je vais vous demander de dire deux mots. Deux mots. Marc, Julie, Alain. Rendre le recrutement plus transparent et plus ouvert. Je suis très choqué. Je suis d'origine britannique. Quand la BBC cherche à recruter de jeunes journalistes, ils postent sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Nous cherchons des jeunes. Vous n'avez aucune expérience journalistique, ça n'a aucune importance. Vous êtes curieux, vous savez repérer une bonne histoire, vous avez un petit talent de conteur, venez nous voir à la BBC. Le recrutement dans les médias, ça pourrait être aussi simple que ça. Faire confiance à la curiosité. Julie Joly. Moi, je pense qu'il faut qu'on dépasse les barrières publiques, privées aussi. C'est-à-dire qu'il y a
Tous les médias aujourd'hui essayent de faire des choses pour la diversité, essayent, toutes les écoles, et je vous le disais tout à l'heure, on est trop petits individuellement dans une industrie qui est trop précaire. Donc je pense qu'il faut qu'à un moment on se mette tous ensemble et qu'on réunisse nos forces et nos bonnes idées, et les idées qui marchent depuis longtemps et celles qui apparaissent, pour qu'on puisse enfin contribuer à aider financièrement les étudiants depuis le lycée peut-être jusqu'à la vie active. Je pense que cet accompagnement, il ne peut pas se faire en one shot. Aujourd'hui, on a trop de dispositifs qui sont dispersés, il me semble. L'union fait la force. Alain Rocca, le mot de la fin. Moi, je cours toujours après le pognon, donc je dirais qu'il faut investir dans la formation. De l'argent. Voilà, parce que Alpha, tout le monde nous dit c'est génial, mais je rappelle tout le temps, et vous l'avez dit, c'est gentil, c'est parce que j'ai un président qui a lâché 1,5 million d'investissement pour une structure dédiée à 100 personnes, et une présidente de région qui nous a lâché une subvention qui permet de sortir 1,8 million de frais de fonctionnement pour une équipe pédagogique et administrative de 15 personnes. Donc, investir dans la formation. Voilà. Pour être complémentaire, parce que je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Merci infiniment pour la richesse de vos témoignages. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre et bon courage dans toutes vos actions. N'hésitez pas à aller voir nos intervenants après, hein, ne restez pas frustrés avec vos questions. Ils restent disponibles pour répondre ultérieurement.